Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Oh! Merci à Bruce Buffer pour cette présentation, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Fred Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu as réussi à te réveiller de notre snooze fest en finale ce samedi. Colin, hein, c'est dommage. C'est le combat qu'on attendait tellement avec plein d'explosions, plein d'actions. Écoute, là, on n'était pas loin d'un Ngannou Lewis, honnêtement. Là, C'est ça. ça a été pénible. Pendant 5 rounds, ça a été pénible. On va en parler. Pas trop longtemps, on vous le promet. On va en parler dans les prochaines minutes. Le gars-là, en tant que tel, n'était pas si mauvais. Il s'est passé plein de choses là-dedans. Donc, on va revenir sur l'action qu'il y a eu samedi soir du côté de l'Apex à Las Vegas lors de ce gala de l'UFC qui mettait en vedette Thiago Santos et Johnny Walker. On va parler également de ce qui s'est passé avant le gala au niveau de la pesée. Je sais que Pat t'en a parlé durant la présentation du gala, mais je veux t'entendre là-dessus. C'est toujours un sujet sur lequel tu es ultra intéressant. Ton opinion est très bonne. Je la connais. On va la réitérer, mais ça vaut, quand il arrive des situations comme celle qui est arrivée à Aspen Ladd, je pense que ça vaut la peine de creuser toujours un petit peu plus ce sujet-là qui est controversé, puis voir si c'est pas le temps peut-être de changer des choses. Et de toute façon, on peut prendre pour changer des choses. On va en discuter. On va parler de ce qui s'est passé également du côté de l'Angleterre chez Bellator. Michael Venom Page qui a fait sa revanche sur Douglas Lima. On va mettre à table pour le gala de cette fin de semaine et brièvement. Et on va également parler de l'actualité dans les arts martiaux mixtes à la fin de l'émission. Donc, on est avec vous pour la prochaine heure ou à peu près. Revenons, Pat, donc, sur ce combat final, cette finale qui nous a vraiment laissé sur notre appétit entre Thiago Santos et Johnny Walker. Aspirant numéro 5 contre l'aspirant numéro 10 chez les 205 livres, chez les Milo. Puis j'ai l'impression qu'on devrait faire reculer les deux dans les classements. C'est pas compliqué. Ouais, écoute, pour Johnny Walker, il avait la chance vraiment de se faire. Il y a un nom, là, mais il n'y a pas un gros nom pour les victoires qu'il y a eu. Et pour vrai, il avait la chance de se faire un nom, là, puis d'avancer dans les classements quand même important. Là. Il a affronté un gars qui était classé 5e, qui s'est déjà battu pour le championnat du monde. Et Thiago Santos, lui, je ne veux pas dire qu'il y a une excuse, je ne veux pas dire qu'il y a une défaite, mais il était sur 3 défaites de suite. Donc, lui, il était peut-être un peu plus timide dans ses attaques, il voulait jouer ça safe, comme on dit, pour aller chercher la victoire. Mais écoute, c'est pas un combat qui va passer à l'histoire. Puis sérieusement, là, pour une finale, ces gars-là ne seront pas en finale dans un autre show très prochainement. Ça a été pénible. Des fois, les styles ne se marient pas bien. On pensait que nous autres, ça allait exploser, mais ils étaient tellement pareils que ça donnait un combat ultra plat. C'est une bagarre de coups de pied. Dans le fond, là, je veux dire, je pense qu'on s'est donné 4-5 coups de poing avec les poings. Là. Le reste, c'était une bagarre de coups de pied. Qui était capable de donner les meilleurs coups de pied? Mais on était tellement hésitants, on était tellement loin qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait. Est-ce qu'on respectait trop la force de frappe de l'autre? Je ne sais pas, peut-être, mais il y a quelque chose des deux côtés que la guerre n'a pas embarqué. Là. Les deux ont resté sur le neutre, n'ont jamais embarqué sur la première vitesse, puis on était très loin de la deuxième. Quelques statistiques. Là. 48, c'est Thiago Santos qui a fini par l'emporter par décision unanime, 3 rounds à 2. C'était très, très, très serré, notamment au niveau des statistiques. Là. 48-44 pour Johnny Walker au niveau des coups de toto qui ont touché la cible. 130-105 pour Johnny Walker au niveau des coups de toto qui ont été lancés. Une quarantaine de coups qui touchent la cible et à peu près entre 105 et 130 coups lancés. Pour un combat de 5 rounds, c'est pas beaucoup. Je vous l'assure. Il y a eu de très, très longs moments où il ne s'est pas passé grand-chose et je vous écoutais. Puis je vais te l'avouer, Pat, je vais l'avouer aux auditeurs aussi. Je n'ai pas regardé le gala en direct. Je ne pouvais pas. Je l'ai regardé en différé, je l'ai enregistré, je l'ai regardé en différé. Puis à un moment donné, j'ai regardé le combat à vitesse x2. Je n'ai pas manqué grand-chose, je n'ai pas manqué d'action. Non. Puis, tu sais, puis, c'est pas, je veux dire, je n'essaie pas de faire pitié, là, mais honnêtement, quand tu commentes un combat comme ça, c'est difficile. Et c'est sûr que l'image, tu sais, c'est pas comme à la radio, là. On peut avoir des temps morts quand même, et l'image qui va nous sauver quand même, mais
Je veux dire, on ne peut pas décrire ce qui ne se passe pas. Donc, à un moment donné, on veut bien parler, on veut bien meubler le temps qui se passe. Mais s'il ne se passe rien, tant qu'on a fait le tour des deux familles, puis on parle de la cousine de l'autre, puis maintenant, on s'égare du combat. Et je comprends que des fois, il dit ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas du. Il y en a qui nous disent arrêtez de parler des histoires mais concentrez-vous sur le combat. Des fois, c'est vrai, mais dans cette situation-là, on ne pouvait rien dire. Si on s'était concentré sur le combat, on n'aurait rien dit, puis on aurait juste laissé les images parce qu'il ne se passait absolument rien. À un moment donné, c'est dur de commenter l'action qui ne se passe pas. Fait que, oui, c'est vrai, à un moment donné, 3 rounds, c'est pas si pire, mais pendant 5 rounds, à un moment donné, tu espères que ça explose. Puis ils ont été chanceux que ça se passe devant pas de foule. Parce que moi, te le dire, là, il aurait eu des huées et pas à peu près dans ce combat-là. Ouais, c'est un bon point. Je me mettais à ta place, à la place de Jean-Paul aussi. C'est vrai que c'était vraiment pas évident. Puis ça nous donne peut-être, ça vous a donné la chance de le faire un petit peu, mais on va le refaire ensemble, le portrait de la division des Milo à 205 livres. Le titre sera en jeu dans quelques semaines. C'était le 30 octobre à la fin du mois à l'UFC 267. Jan Blachowicz qui va affronter Glover Teixeira pour le titre. Puis j'aurais regardé les classements avant l'émission. Jiří Procházka, cette nouvelle sensation qui vient d'arriver à l'UFC, l'ancien champion de Ryzen, qui est classé numéro 2. Alexander Rakic est numéro 3. Anthony Smith est numéro 4. Et là, comme ça vient à Thiago Santos. Ça revient à ce que je disais, le Thiago Santos, est-ce qu'il mérite d'avoir un Jiří Procházka, un Alexander Rakic ou un Anthony Smith grâce à cette victoire-là? Comment tu vois la division au cours des prochaines semaines, prochains mois, mis à part le titre qui est en jeu? Ben, Rakic, il l'a battu, là. Donc, je ne sais pas ce qui est. Je pense plus que. Moi, je pense qu'on va surfer sur la nouvelle sensation, le Procházka. Puis, je pense qu'on va aller là-dessus. Je ne veux pas dire que la division est rendue plate, parce que je pense que le titre peut changer de main à chaque combat. Je ne pense pas que Blachowicz va dominer cette division-là pendant des années comme John Jones. Puis, il y a juste un John Jones, peu importe quel être humain qui est à l'extérieur de l'octogone, il reste qu'à l'intérieur, c'est vraiment un maudit bon combattant. Mais il reste que, c'est ça. Là-dessus, c'est le fun. Mais est-ce qu'il y a des combattants qui m'excitent? Honnêtement, les deux qui m'excitaient le plus, ils m'ont donné ce genre de combat-là samedi. Donc là, je suis un peu déçu de la division, pour vrai. Là, je suis comme, sérieux? Fait que là, il reste quoi? Tu sais, Blachowicz, il n'est pas une personnalité extraordinaire, c'est un champion, oui, il cogne solide, mais il n'est pas super spectaculaire. Glover Teixeira, ben là, c'est Glover, on connaît tout. Donc là, on va se remettre sur Rakic. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un gars qui peut donner des bons spectacles. Mais c'est ça. On cherche un peu. Dominic Reyes, il est comme éteint. Là, à un moment donné, c'était la nouvelle sensation. Là, il s'est éteint complètement. Donc, c'est ça. Mais t'as raison. On cherche un petit peu l'identité de cette division-là présentement. Oui, c'est ça. Ni un ni l'autre a des arguments pour obtenir de gros combats dans un avenir rapproché. Oui, Thiago Santos a gagné, mais comme tu dis, est-ce qu'on va le remettre en finale? Pourquoi c'est la première fois de sa carrière qu'il nous donne un combat comme ça. Là. Je veux dire, d'habitude, c'est un gars quand même spectaculaire, Thiago Santos. Mais c'est pas grave. Oui, tu as raison, là. Sauf qu'il est à son dernier combat sur son contrat en plus. Si tu veux pas avoir une bonne performance, puis même gagner, puis avant de signer un nouveau contrat, c'est bien pas ça que tu veux faire. Tu comprends, là? Fait que, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour négocier son contrat. Là. Il va recevoir son contrat, puis ça va être ça, ou ça va être rien. Tu comprends, là? Fait qu'il n'y a pas beaucoup de. Et puis il sort de 3 défaites de suite. En plus, au moins, il est revenu sur le chemin de la victoire. Au moins, la confiance va être capable de revenir. Mais pas une chance pour négocier des clauses que tu avais peut-être pensé dans un nouveau contrat qui pourrait t'avantager. Ouais, on préfère le Thiago Santos excitant, le Thiago Santos qui cogne. Malheureusement, on ne l'a pas vu ce samedi contre Johnny Walker. La demi-finale, Pat, a été très intéressante, pas pour ce qui s'est passé en termes de combat, mais pour la décision et toute la confusion que ça a créée par la suite. Je parle bien sûr du combat entre Kevin Holland et Kyle Daukaus. Daukaus qui s'est terminé par une nulle technique. Peut-être revenir, Pat, sur comment tu as vécu ça, toi, lorsque tu décrivais le combat, parce qu'on n'a pas fait les choses correctement là, du côté de l'arbitre Dan Miragliotta et même peut-être de la commission athlétique du Nevada à ce moment-là qui les décisions, par-dessus, là, qui
Ouais. Les opinions sont partagées. Tu sais, j'ai lu les John McCarthy qui disait que c'était la bonne décision qui avait été prise. J'ai lu Kenny Florian qui était outré de cette décision-là, que ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je vais plus du côté de Kenny Florian. Le combattant qui a gagné ne peut pas subir les mauvaises décisions de l'arbitre. Moi, c'est ça, c'est de même que je prends cette décision-là. Oui, il y a eu un coup de tête accidentel, ça arrive, mais l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Donc, ça continue. C'est la faute à qui? C'est certainement pas de la faute à Darkhouse qui a terminé le combat, qui a continué d'y aller. S'il avait donné un coup intentionnel, c'est différent. Les deux sont arrivés en même temps. Oui, ça se peut, il y a des accidents. Et là, par la suite, il y a eu comme un flash knockout. Puis après ça, Holland a continué à se battre. Fait, au bout de la ligne, ouais, OK, c'est correct. Tu peux retourner voir, tu peux retourner voir si c'est un coup intentionnel. Mais si c'est accidentel, tu peux pas renverser la décision parce que l'arbitre a fait une mauvaise job. Au pire, tu donnes un combat revanche, mais tu n'enlèves pas la victoire au combattant qui a fait sa job. Moi, c'est plus là-dessus que je suis un peu outré que Darkhouse s'est fait voler une victoire, s'est fait voler la moitié de sa paye aussi. T'sais, je veux dire, c'est ça pareil. Parce que quand on gagne, on double notre bourse. Donc moi, je trouve que ça a été une mauvaise gestion de la situation. On regarde ça et à cause de l'arbitre qui n'a pas fait son travail, parce que clairement, c'est à cause de ça qu'on a renversé la situation, qui n'a pas pris la décision au bon moment, à cause de l'arbitre, ben, le gagnant, lui, se fait enlever la victoire, puis que c'est pas de sa faute à lui. Fait que c'est là-dessus que moi, c'est là-dessus que je bug, puis je trouve que c'est vraiment important de comprendre la nuance entre c'est correct si ça avait été intentionnel, mais là, ça ne l'est pas. Je vois pas pourquoi que Darkhouse perdrait sa victoire. Deux choses. Je parlais de revanche. Juste avant l'émission, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Apparemment que ce combat-là, on referait Darkhouse contre Holland le 13 novembre. Donc, on donnerait une revanche. En fait, on fera un deuxième combat pour essayer de déterminer un gagnant cette fois-là, ce qu'il n'y a pas eu cette semaine. Je vous rappelle que ce qui s'est passé, c'est que Darkhouse, il y a eu un coup de tête accidentel qui a ébranlé vraiment Kevin Holland. Mais l'arbitre, Miragliotta, a laissé continuer le combat. Et par la suite, Darkhouse en a profité pour terminer son étranglement et passer une soumission à Kevin Holland. Je lisais, je ne veux pas pour contredire ce que tu disais, mais pour compléter peut-être ou y aller un petit peu différemment, c'est que les choses ne seront pas passées correctement. Ça, c'est une chose, mais peut-être qu'ultimement, la bonne décision a été rendue. Quand un combattant est ébranlé par un coup accidentel et ne peut plus continuer, entre guillemets, il faut déclarer une nulle technique. Est-ce que Kevin Holland pouvait continuer? La question se pose, mais Miragliotta a fait tout de suite le signe comme ça, là. Je veux aller à la reprise vidéo. Mais, donc, quand on fait ça, on est censé arrêter l'action et aller à la reprise pour voir s'il y a eu un coup accidentel et prendre une décision. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé continuer l'action parce qu'il a dit Kevin Holland, il s'est tout retourné et il a voulu continuer. Donc, peut-être, et dans les règlements, c'est assez clair. Lorsqu'on demande à la reprise vidéo, il faut y aller tout de suite. On ne peut pas y aller après coup. Ce qu'on a fait cette fin de semaine. Donc on n'a pas fait les choses correctement dans l'octogone, mais ultimement, si on avait fait les choses correctement et on avait été à la reprise vidéo tout de suite, peut-être que la même décision aurait été rendue, c'est-à-dire coup de tête accidentel, on arrête le combat. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. La décision, si on fait une nulle technique, il arrête le combat immédiatement. C'est correct. Mais si tu laisses aller le combat, tu peux pas changer ta décision. Tu as dit, il fallait que je prenne cette décision-là, il y a 2 minutes quand c'est arrivé. Ben non, c'est ça. C'est juste moi qui ne comprends pas que ça ne fait pas de logique. Là. Je veux dire, ça ne marche pas. Là. D'accord, ça a dû continuer, puis il a fait sa job. C'est quel combat? Je voulais vérifier, puis j'ai oublié, mais je pense que c'est Udo contre Dillashaw ou quelque chose. Il y avait eu un coup de tête, puis finalement, il avait été ébranlé, puis ça avait terminé. Ou c'est peut-être un Ralph Faber, en tout cas, whatever. On n'a jamais été on n'a jamais questionné ça. On l'avait vu à la reprise vidéo, il y avait un coup de tête. Mais quand c'est accidentel, je veux dire, c'est pas comme si c'était un coup de tête, là, ça a fendu, puis là, il faut qu'il ait arrêté le combat à cause de la coupure. Si Holland avait resté à terre, là, OK, peut-être ça aurait été différent, mais là, il a continué. Mais, au bout de la ligne, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on s'est rendu à la fin. Mais la décision qu'on a prise, c'est
l'arbitre aurait dû prendre cette décision-là, il y a 2 minutes quand c'est arrivé. Ce qui fait que là, j'ai pas fait ma job, j'enlève la victoire d'House. Ça fait pas de sens. C'est pas correct de faire ça, là. Pas du tout, là. Tu peux pas enlever la victoire à un gars si toi, t'as fait ta mauvaise job, là. C'est ça. Puis comme tu dis, ça a un impact direct sur sa fiche, un impact direct sur sa bourse aussi également. Donc ça fait mal. Puis pour ce que ça vaut, Kevin Harlan a dit par la suite, je considère que j'ai perdu ce combat-là. Je considère que je me suis fait passer une soumission par Carl House. Il n'a pas cherché d'excuses, puis il a dit c'est la mauvaise décision qui a été rendue. Dans ma tête à moi, j'ai perdu ce combat-là. Donc, à son honneur aussi à ce niveau-là. Nico Price contre Charles Oliveira, un autre combat qu'on attendait. On pouvait s'attendre à des flamèches. Ça a été correct, mais pas complètement fou là, comme combat. Price qui m'a fait une séquence de 3 combats sans victoire. Pour Cowboy Oliveira, lui, c'est 3 défaites de suite, 6 défaites à ses 8 derniers combats. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Je pense qu'il a 33 ou 34 ans. Exact. Sauf qu'il a été. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve à Oliveira? Ben, il y a le fight age aussi. Hein, il s'est été extrêmement actif, Cowboy, dans les dernières années. Le poids des combats, non pas le poids de l'âge, mais le poids des combats, je pense, commence à faire son effet. Tu as raison. Ça a été un combat. Là, quand on a vu ce combat-là annoncé, on pensait que ça allait être le combat de la soirée, quasiment le combat de l'année, à cause des deux, aller, puis Price tellement agressif. Mais c'est ça, quand tu es sur une séquence de défaites, tu es tout le temps un peu plus timide. Soit que tu te bats pour pas perdre, ou bien là, tu vas all-in, puis tu prends un risque. Mais souvent, les combattants vont se battre pour pas perdre, et ça fait ce genre de combat-là. J'ai comme l'impression que ça a été ça. Les deux se battaient pour pas perdre, pour revenir sur le chemin de la victoire, et ça donne que les gars sont hésitants, sont plus timides dans leurs attaques et les attaques ne viennent pas. On attend. Mais tu sais, c'est comme la finale. On avait tellement parlé de ces deux combats-là qu'on s'attend à des feux d'artifice. Quand ça donne un combat ordinaire, on est ultra déçus parce qu'on nous l'a vendu comme si ça pouvait être le combat de l'année. Et c'est sûr, quand tu mets ces deux gars-là en face de l'autre, tu sais, par l'historique, on s'attend à ce que ça soit un feu d'artifice. C'est ça. Donc, ça nous a laissé un petit peu ça aussi sur notre appétit. Mais bon, Nico Price, c'est un des combattants spectaculaires à 170 livres qui revient sur le chemin de la victoire. Un autre qui a été très décevant cette fin de semaine, Misha Cirkunov, le Canadien. Il faisait ses débuts, chez les poids moyens. Contre Christophe Yotko, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a perdu une décision partagée. Un combat relativement serré, mais Cirkunov avait un plan de match en tête. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de déroger du plan de match. Son plan de match, c'est d'aller au sol et d'amener son adversaire au sol puis de lutter. Mais après 2 rounds, quand ça ne fonctionne pas, ça vaut vraiment la peine de poursuivre dans cette même veine-là. Il y a peut-être eu certaines erreurs à ce niveau-là de la part du Canadien. Oui, puis tu sais, quand tu disais un autre qui nous a déçus, les 4 bonus de performance ont été à 4 combattants sur la pré-carte. Donc, tu sais, les gars, je trouve ça le fun. Tu sais, des fois, on va favoriser des fois des gros noms, des superstars qui ont déjà beaucoup d'argent, puis qu'on leur donne un bonnet, tu sais, tandis que des fois, c'est des mondes de la sous-carte qui commencent, puis qu'ils font des bons combats, puis ils le méritent. Donc, ça, je trouve ça bien là, qu'on ait fait ça, malgré que je pense pas qu'il y en a un qui méritait un bonus à la carte principale. Là. Mais Misha Cirkunov, pour revenir là-dessus, il vient d'être sorti du top 15 des Milo, où c'était battu, je ne sais pas, moyen. Ce qui fait que là, on a une pénurie là, présentement chez les Canadiens. Il n'y a plus aucun Canadien qui est classé dans le top 15 présentement. Donc, dans aucune catégorie de poids. Donc là, il va falloir que les gars ils commencent à revenir sur le chemin de la victoire. Puis Cirkunov, je pense que c'est une de ses plus mauvaises performances qu'on a vues depuis qu'il est à l'UFC. Il était complètement flat. Il semblait se chercher. Je sais pas, la coupe de poids a peut-être été difficile, je sais pas. Peut-être qu'il se sentait moins fort qu'il l'était avant, je sais pas, mais complètement flat. Puis là, il s'est fait exposer et pas à peu près son combat debout. Il avait l'air d'un débutant, là. Honnêtement, là, il n'y a rien qui sortait, ça allait pas bien. Les flat foot complètement. Puis toutes les fois qu'il rentrait pour aller chercher une jambe, les doubles jambes contre le grillage, c'était très lent. Il n'y avait aucune explosion. Il ne semblait pas être dedans, pas en tout. Donc, est-ce que c'est une mauvaise soirée au bureau? Est-ce que la coupe de poids a été plus éprouvante qu'il l'avait peut-être imaginé? Je ne sais pas la raison. Mais clairement, cette performance-là était vraiment une de ses pires là, depuis qu'il est à l'UFC. 2 défaites de suite pour Misha Cirkunov, 5 défaites en 7 combats pour lui. Donc, effectivement, il devra retrouver ses repères s'il veut que ça se poursuive.
son aventure à l'UFC et revenir dans les classements, que ce soit à 185 ou 205. On va voir qu'est-ce qu'il va décider. Terminer la carte principale avec Alexander Hernandez. Lui, on ne sait jamais lequel va se présenter. Puis c'est un gars qui... J'ai l'impression qu'il a vraiment tout le talent au monde. En tout cas, il a de la puissance. Là, il a passé un KO au premier round à Mike Breeden. C'est pas de la grosse opposition. Puis, tu vois qu'il je pense qu'il alterne victoire-défaite depuis un bout de temps. Puis, il va vraiment un jour passer au deuxième niveau, là, puis devenir... Parce qu'on le croyait là, il y a peut-être 1 an ou 2 là, que c'était le futur à 155 livres avec Alex Hernandez. Ben, ça allait super bien. C'est sûr, quand il était rentré, il a passé le KO en 40 secondes à Benet Dariush. Là. Ça avait été une grosse surprise. Là, après ça, je pense qu'il s'est peut-être laissé emporter un peu avec le hype qu'on a fait autour de lui. Quand il s'est battu contre Cerrone, il était ultra arrogant. Il a manqué de respect envers Cerrone aussi dans les conférences de presse. On a vu ce qui était arrivé. Il n'était pas là partout. Je veux dire, il n'était pas rendu à ce niveau-là. Puis on dirait que ça l'a brisé un peu. Puis là, après ça, victoire-défaite. Mais il fallait qu'il gagne de cette façon-là face à Breeden, parce que Breeden, c'était un remplaçant de dernière minute. Il ne fallait pas qu'il montre que ce gars-là était supposé d'être avec lui dans l'octogone. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il était supposé se battre face à Leonardo Santos en premier, en partant. Je pense que c'est le combat à faire présentement entre les deux. Et tu as raison. On ne sait jamais lequel va se présenter. Quand il est là, il est ultra spectaculaire et dangereux. Quand il est vraiment en pleine possession de ses moyens, c'est un gars qui peut s'approcher du top 5, à mon avis. Mais il faut qu'il soit plus régulier dans ses performances. C'est ça, inégal. Tu parlais des 4 combattants de la sous-carte qui ont gagné des bonus de performance. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est plus intéressant qu'on puisse. Et c'est des gens qui en ont besoin, souvent, là. Plus que les grandes vedettes, là, le fameux 50 000 $. Alejandro Pérez, Douglas Silva de Andrade, avec une gauche spectaculaire contre son adversaire. Ça, c'était de toute beauté. Jamie Mullarkey a passé un KO à son adversaire aussi. Et Casey O'Neill battu Valentina Shevchenko. Valentina, c'est pas Valentina, mais Antonina. C'est pas Valentina. On l'a vu cette fin de semaine. Puis Alejandro Pérez, je regardais, super belle soumission, une clé de bras que j'avais, à ma connaissance, jamais vue. Et je regarde en anglais, on appelle ça le Scarf Hold Lock. Scarf Hold Arm Lock. Donc, la soumission du foulard, c'est comment on l'appelle en français? Je veux dire, on peut appeler ça le téléphone aussi, parce que le bras, il s'en va de même, comme si tu parlais au téléphone. Le bras s'en va de même, comme s'il s'en allait parler au téléphone. Mais pour vrai, c'est une vieille technique, ça. C'est une technique qui était dans la lutte, dans les premières années de la lutte. C'est vraiment une vieille technique là, qui est moins utilisée, parce que c'est rare que les combattants se font prendre de même. Mais il l'a surpris, puis un coup que le bras est en dessous de la jambe, là, tu pousses les hanches par en avant, puis là, c'est soit l'épaule ou le coude qui disloque. Il n'y a pas le choix d'aller abandonner, mais c'est surprenant que, surtout un adversaire comme ça, qui connaît bien le sol, c'est une ceinture noire, puis il s'est fait prendre avec ça, mais il s'est fait surprendre. Un coup que ton bras est en dessous, il est trop tard pour réagir. Là. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare, ce genre de soumission-là. Oui, c'est ça. Il est vraiment allé prendre son bras et aller le mettre entre... Pérez est allé prendre le bras de son adversaire, il l'a mis vraiment entre ses deux jambes, il l'a emprisonné, il a essayé d'utiliser son corps pour l'extensionner. Là. C'était une belle solution. Donc là, on a appris une nouvelle, là, la Scarf Hold Arm Lock. Aspen Ladd, quand tu as pesé jeudi, quand tu l'as vu trembler, quand tu l'as vu passer près de tomber à plusieurs reprises parce qu'elle était trop faible. Est-ce que tu étais plus fâché contre elle, parce que je sais que tu n'aimes pas ça quand les combattants manquent de poids, ou tu as eu plus peur, ou est-ce que tu étais inquiet pour Aspen Ladd? Les deux, mais je te dirais, j'étais plus fâché parce que c'est la 3e fois qu'elle nous fait ça. La dernière fois, elle a presque tombé sans connaissance. Puis j'étais fâché encore plus après la commission. Je ne peux pas croire qu'on laisse un athlète aller combattre après ça. Je ne peux pas croire. Puis ce combat, il était annulé. C'est pas la commission qui a décidé d'enlever Aspen Ladd du combat. C'est son adversaire, Chiasson, qui a décidé de ne pas faire le combat. C'est elle qui a refusé. C'était dans son droit. Fait que, tu sais, ça, là, j'ai bien de la misère à comprendre ça. C'est vrai que les coupes de poids, encore une fois, là, à cause de du monde comme ça, okay? Puis là, j'encourage pas personne à faire des coupes de poids, des hydratations. Ça fait partie de la game. Si tu veux la faire, c'est ton choix personnel.
Il n'y a personne qui te force à couper du poids, il n'y a personne qui te force à te déshydrater. Il y a des Gatorade de poids, puis tu choisis celle-là que tu veux faire. Mais quand tu la fais, si tu veux la faire, il y a une discipline qu'il faut que tu ailles à l'entraînement, avant le combat, pendant la semaine et pendant la déshydratation. Il faut que tu sois entouré des professionnels, il faut que tu sois entouré du monde qui connaissent ça, parce que c'est ultra dangereux. Tu peux mourir. Tu peux mourir en déshydratant, tu peux mourir en préhydratant si tu ne sais pas comment faire, tu peux te noyer si tu bois trop vite. Et ça, c'est toutes des connaissances qui rentrent à ce niveau-là, il faut que tu le saches. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi des combattants et des athlètes struggle, en français on dit ça, On a de la difficulté comme ça. Souffre à faire. Oui, tout le monde va souffrir pour faire la pesée. Mais quand tu arrives comme ça, puis on cherche des excuses encore, elle dit qu'elle est tombée menstruée 2 jours avant, et là, ça a complètement fucké sa déshydratation. Ouais, c'est bizarre. Moi, je pense pas que toutes les autres combattantes sont ménopausées dans l'UFC. Ça arrive à tout le monde, je pense, à un moment donné, les excuses. Puis surtout, quand ça fait 3 fois que tu arrives, puis que tu passes proche de tomber dans les pommes, puis le dernier coup, il a fallu qu'elle sorte de la balance pour s'asseoir, puis ça a fait exactement la même affaire. Quand tu es rendu à shaker de même, écoute, moi, je me suis déshydraté à un moment donné, je l'explique dans mon livre, de 26 livres, j'ai un blackout, puis je shakais même pas comme ça. J'étais mêlé, là, mais c'est parce que tu as atteint un certain point qu'à un moment donné, il faut que tu changes de catégorie de poids, il faut que tu sois plus discipliné. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe qui ne marche pas. Puis à cause de des athlètes de même, ben c'est pour ça que la courbe de poids est rendue tellement tabou aujourd'hui. Pas que j'encourage à faire ça, mais il y a des athlètes, la plupart des athlètes, 95% des combattants qui font des courbes de poids, elles font bien. Sauf que quand tu vois des images de même, le 5% qui reste, ben c'est eux autres qui vont paraître tout le monde qui le font comme il faut. C'est la job à qui de faire changer Aspen Ladd de catégorie de poids. Là, on dit tous, il y a pas mal de consensus, là, en tout cas chez les journalistes et ceux qui suivent le sport, de dire qu'elle ne peut plus se battre à 135 livres, il faut qu'elle passe à 145 livres. Puis en plus, elle va avoir une chance au titre pas mal plus rapidement à 145 livres qu'à 135. Il y a pas mal moins de filles dans cette catégorie-là. Nonobstant ça, c'est la job à qui? C'est la job à l'UFC, c'est la job à la commission athlétique, c'est la job à son coach, à son père, à son frère, à son chum, je sais pas. C'est la job à elle. C'est elle qui est responsable de ça. C'est elle qui décide de se battre dans une catégorie de poids ou à un autre. C'est pas à la job à personne d'autre. C'est elle qui va décider de travailler avec un nutritionniste. C'est elle qui va décider de suivre une alimentation comme il faut pour faire baisser son poids à un bon poids pour être capable de faire justement la limite de la pesée. C'est elle qui va décider de faire une déshydratation extrême ou pas, et être capable de le faire ou pas. C'est elle qui sait si elle est capable de le faire. La responsabilité de ça, c'est la responsabilité de l'athlète, pas de ton nutritionniste, pas de ton coach. Eux autres, ils vont te dire quoi faire. Au bout de la ligne, un nutritionniste ne va pas aller te foutre un brocoli dans la bouche de force. Il faut que c'est toi non, mais c'est toi qui va garder ta discipline de vie chez vous. T'sais. OK. Je comprends. Il faut que ça parte de l'athlète. Est-ce que les commissions athlétiques devraient pas se donner des pouvoirs ou est-ce qu'elles ont déjà le pouvoir de ne pas sanctionner un combat, de ne pas donner de permis de combattre à quelqu'un qui a un historique comme Aspen Ladd là? De dire, OK, après 2 fois, là, tu rentres le poids dans une catégorie de poids, c'est pas vrai. On va pas te sanctionner pour te battre dans cette catégorie-là, tu devras changer. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait? Ça pourrait. Écoute, c'est une excellente idée, là, vous donner un peu plus de pouvoir aux commissions athlétiques. Mais encore là, le dernier coup, là, quand elle s'est battue, elle a fait exactement la même chose sa balance. Elle a fait le poids à shaker, elle a quasiment tombé dans les pommes. Puis là, avant de monter sa balance, là, tu passes un test médical. Il y a le médical il y a un doc qui est là, il te prend tes signes vitaux, il te pose des questions. Puis après, quand tu sors, ben là, tu vas retourner voir le docteur aussi, surtout quand ça des affaires de même. Fait la commission athlétique, puis je les excuse pas, là, je pense qu'il devrait y avoir un règlement plus clair là-dessus. Mais si le docteur a dit c'est correct, est correct pour aller se battre, la commission athlétique ne va pas aller obstiner le docteur aussi. Fait que, je pense que quand il y a des affaires de même qui arrivent, là, il faut tout de suite, là, tu le vois. Je suis pas médecin, là, puis je me rends bien compte, ça n'a pas de bon sens, là, elle shake sa balance, puis tout le monde dit ouais, ça donne bien pris du temps avant qu'il dise son poids. Et j'espère, parce qu'elle n'était pas capable de rester en ligne droite. Fait que la ligne, la balance, ça faisait ça de même, elle n'était pas capable de lire son poids. Fait que, mais t'as raison. On pourrait garder un historique,
un historique des combattants qui n'ont pas fait le poids puis qui se réessayent encore. Puis ça pourrait être fait, ça aussi, c'est vrai. Dépendamment de la façon que tu as manqué le poids, de comment tu t'es. Bon, dans quelles conditions tu es aussi. Mais clairement, c'est. Encore une fois, tu sais. J'en ai parlé souvent, puis j'en parle souvent de la coupe de poids, puis j'encourage pas ça, mais si tu as à le faire, il fallait comme il faut. Puis encore une fois, je le répète, 95% des athlètes qui font des coupes de poids le font comme il faut. Ce 5%-là font mal paraître les 95 qui le font comme il faut. Un des commentaires les plus intéressants et les plus révélateurs que j'ai lus sur les médias sociaux concernant cette histoire-là, c'est que on constate que la seule personne qui avait le bien-être d'Aspen Ladd dans tout ça, son bien-être physique, sa santé, c'est Macy Chiasson. C'est elle qui a refusé de l'affronter. C'est pas l'UFC, c'est pas la commission athlétique, c'est pas Ladd elle-même, c'est pas son entourage à Ladd elle-même. Tout ce monde-là était prêt à la laisser combattre, même si elle avait raté le poids puis elle était ultra faible, puis on voyait qu'elle était affectée. C'est Macy Chiasson qui a dit, la seule qui a levé la main et qui a dit je pense pas que c'est une bonne idée, fille, que tu rentres dans l'octogone demain. Ça en dit long un peu sur le processus puis sur ce qu'il faudrait peut-être faire pour le changer. Puis, je sais que c'est complexe. On n'a pas fini d'en parler, mais en tout cas. L'affaire aussi, c'est que moi, j'ai bien de la misère avec des excuses. J'ai bien de la misère avec ça. Puis là, elle sort une excuse. Tu sais, ça peut passer légèrement quand c'est la première fois. Là. Quand c'est la troisième fois, là, quand tu as une petite jeune avec tes excuses, là, ça ne marche pas ton affaire. Ta procédure, elle ne marche pas. Rends-toi en compte. C'est ça. Est-ce qu'elle fera les ajustements nécessaires? On verra la prochaine fois. Il nous reste une dizaine de minutes, Pat. Je vais en prendre quelques-unes pour parler de Michael Venom Page contre Douglas Silima à Bellator, côté de Londres. Le Bellator 267 cette fin de semaine. Venom Page, qui l'a emporté, a pris sa revanche sur Douglas Lima. La seule défaite, c'était Lima qui lui avait infligé. Je vois que tu fais signe de la tête. Pas d'accord avec cette décision-là non plus. Honnêtement, j'étais bien déçu de ce combat-là. Honnêtement, là, je m'attendais à beaucoup plus. Lima, on dirait qu'il est brisé. Là. Ouais, je veux dire, le dernier combat, il s'est pas présenté. Il y en a qui ne se sont pas présentés, mais il s'est fait clouer au sol par le Russe. Puis il n'a pas été capable de rien faire. Puis on dirait que ça l'a cassé, je ne sais pas. Ce combat-là, je veux dire, il l'avait déjà battu. Il était flat. Puis, MVP n'a pas fait grand-chose d'autre. Il faisait des flashy moves, mais c'est pas impliqué tant que ça dans le combat. Un combat qui a été quand même long par moment. C'est une décision. Écoute, moi, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. J'aurais été déçu pareil. Là. Je veux dire, c'est pas un grand combat, mais je trouve ça dommage parce que Lima, moi, je l'ai longtemps considéré comme le top 5 dans toute organisation confondue là, chez 170 livres. Là. Honnêtement, là, pendant longtemps, le monde ne voyait pas à quel point ce gars-là était bon parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de publicité que les autres qui étaient sur le UFC. Mais là, présentement, je dirais qu'il est en train de s'enfoncer. Là. Les 2 derniers combats qu'on a vus de lui, là, on dirait que c'est pas lui. On dirait que c'est complètement quelqu'un d'autre. Il est éteint. Ouais. Je suis d'accord que c'était loin d'être un grand combat. Venom Page a été plus patient que la dernière fois. La dernière fois, on le connaît, là, son style, un style flamboyant, tout ça, mais il avait attaqué et il avait voulu peut-être faire un peu trop vite, il s'était fait pincer. Donc, on voyait que sa stratégie, c'était de rentrer rapidement, frapper, puis de ressortir tout aussi rapidement, utiliser sa portée et son jeu de pied. Ce qu'il a fait. Au deuxième round, il est arrivé presque un copier-coller de la première fois, c'est-à-dire que coup de pied dans les jambes de Lima, Venom Page qui perd pied et l'uppercut après ça, il vient clouer Venom Page au sol. C'est comme ça que Lima avait gagné la première fois. Il est passé à peu près à ça au deuxième round, de répéter l'exploit. Ça aurait été un copier-coller. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je considère quand même que Lima en a fait assez pour l'emporter. Parce qu'au premier round, il a réussi à contrôler la fin du round au sol. Même chose au troisième round. On a donné le troisième round à Venom Page, mais je trouve que Lima a dominé. Oui, il n'a pas fait beaucoup de dommages au sol, mais il a contrôlé l'action. Donc, je ne suis pas d'accord avec la décision. J'avais même 30-27 pour Douglas Lima. C'est pas comme ça que c'est allé. Je pense que Bellator est relativement content que Venom Page ait gagné.
on va pouvoir vraiment on va pouvoir le remettre en combat de championnat. C'est le chouchou, c'est le joyau de l'organisation, MVP, très populaire d'ailleurs en Angleterre. Il était devant les semaines. Donc, pour l'organisation, je pense qu'on est content de comment ça se passe et du résultat. Ouais, je pense que oui, mais tu as raison. Moi non plus, je n'étais pas très. Je sais pas. J'ai pas été surpris de la décision, mais je n'étais pas en accord avec. C'est ça. C'est pas le vol du siècle. Non, c'est ça, mais. Bref, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Est-ce qu'on va faire une revanche? Qu'est-ce qui va se passer avec Lima? Pat a raison, c'est un petit peu éteint sur une mauvaise séquence. On va le revoir, c'est sûr, mais il faut qu'il trouve des solutions. Il faut qu'il soit surtout plus agressif, là, peut-être. Tu été un gars qui a toujours été patient, mais là, devra trouver un sentiment d'urgence là, dans ses prochaines sorties. Pas de gala cette fin de semaine sur les ondes de RDS. Pourtant, il y a un gala de l'UFC. On ne le présente pas. Non. Non, on ne le présente pas. C'est. Non, mais ça passe à. C'est un gala qui passe seulement sur Fight Pass. Donc, on en a peut-être 6-7 par année qui sont exclusivement sur Fight Pass. Le dernier Fight Pass, on avait demandé une permission spéciale à cause des 2 Québécois qui se battaient dessus. Donc, on l'a eu. Mais dans le temps normal, ces droits-là, on ne les a pas à RDS. Je connaissais la raison. Je voulais juste que. T'entends expliquer à mes téléspectateurs, faites-en pas. Parce que je sais que vous travaillez très fort. Donc, malheureusement, si vous voulez regarder ce combat-là, c'est exclusivement sur Fight Pass, comme Pat l'explique. On va prendre la peine de quand même parler du combat final, parce que c'est quand même un duel important chez les poids mouches féminins. On parle du duel entre Mackenzie Dern et Marina Rodriguez. Dern classé 4e, à égalité avec la Chinoise Yan Xiaonan, et Rodriguez classé 6e. Dern m'impressionne beaucoup. Elle est sur une séquence de 4 victoires. Elle a 4 soumissions à ses 6 victoires à l'UFC. C'est une fille qui n'est pas une grosse force de frappe, mais ultra bonne au sol et créative au sol. Rodriguez est sur une bonne séquence aussi. Comment tu vois la finale de cette fin de semaine? Mackenzie Dern, c'est la plus décorée en jiu-jitsu brésilien dans l'action de l'UFC. C'est la meilleure au sol, ça c'est sûr et certain. Toute catégorie de poids confondue. Goffé, confondu. Oh, oui, c'est. Pas les gars, là, mais je parle dans la fille. Okay. Toute catégorie de poids confondue. C'est vraiment au-dessus des autres. Puis elle s'est énormément améliorée avec son combat debout. Hein. On l'a vu qu'elle est vraiment en shape. Avant, là, elle transportait peut-être un petit peu de baby fat, comme on appelle, là, mais je veux dire, là, elle a eu un enfant, elle est revenue. Là, elle est revenue top shape et pas à peu près. Là, elle est vraiment en forme. Elle n'a jamais été aussi en forme comme ça, même dans ses compétitions de Jiu-Jitsu. Puis à 115 livres, c'est intéressant. Là. La division des 115 livres, là, elle est fun. On pensait que la Chinoise allait être là pendant longtemps. Là, finalement, elle s'est fait tasser, Wally Zhang. Et là, Rose Namajunas, qui est des favorites de la foule, que tout le monde l'aime, est là. Mais tout ce qui s'en vient, il y a l'autre Chinoise qui est là, ces deux-là qui s'en viennent, Mackenzie Dern. C'est le fun. Là. Moi, je pense que cette division-là va être extrêmement spectaculaire dans la prochaine année. Puis, on pourrait avoir Dern avec une victoire quand même assez convaincante, après avoir un combat éliminatoire après. Là. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je la regardais d'ailleurs, la catégorie avant d'entrer en onde. Joanna Jędrzejczyk est toujours là, classée 2e. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais elle devrait revenir incessamment. Carla Esparza, qui est sur toute une séquence, classée 3e, elle est ultra déçue de ne pas avoir le combat de championnat qui aura lieu finalement à l'UFC 268, la revanche entre Namajunas et Zhang Weili. L'autre Chinoise est là, Xiaonan, donc je suis d'accord, la prochaine année va être ultra intéressante. Est-ce que Dern, avec un combat, une victoire cette fin de semaine, se mériterait un combat contre Joanna ou contre Carla Esparza? Est-ce qu'on va décider de refaire Esparza contre Joanna Jędrzejczyk? Ce combat-là avait été... C'est contre Esparza que Joanna avait remporté sa première ceinture il y a quelques années. Non, il y a beaucoup de combats à faire, beaucoup de combats. Joanna avait battu... Carla Esparza était la championne et Joanna avait battu Esparza pour remporter sa ceinture. C'est ça? Je ne me trompe pas? C'était pas la finale, ça, de Tough, Carla Esparza. Elle avait battu Joanna en finale. Non, elle avait battu Rose Namajunas. Là, on parle de qui? On prend une gageure là-dessus. Carla Esparza avait battu Rose Namajunas à Ultimate Fighter. Et après ça, elle était devenue la première championne à 115 livres.
Et par la suite, Parlait de Joanna Jędrzejczyk. a battu Joanna. Ouais, voilà. J'avais Joanna. Rose dans la tête encore. OK, désolé. Les quoi la tête? C'est les quoi la tête? C'est tout le temps mon excuse. C'est quand même une bonne excuse. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de combats à faire. Il y a quelques histoires là-dedans, en tout cas au niveau des revanches. Donc, surveiller la division des 115 livres au cours des prochains mois. Mais Joanna, justement, Joanna là, est dans le classement, puis c'est pas mal juste là qu'on sait où qu'elle est. Ouais. Il se passe rien. Ouais, sur Instagram pas mal. Mais je veux dire, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec elle. Là, fait que, mais elle, encore une fois, c'est une favorite de la foule. Puis quand elle va revenir, ça va faire beaucoup de vagues. Exact. Puis tu parlais de Mackenzie Dern qui est très bonne en Jiu-Jitsu. Puis là, je te demandais, gars-filles confondus. Ça m'amène peut-être à la grosse nouvelle des derniers jours dans le monde des arts martiaux mixtes. On a finalement confirmé ce que tout le monde savait, là, le combat de Charles Oliveira et Dustin Poirier pour le titre des 155 livres, justement à l'UFC 269 au mois de décembre. Est-ce que ce serait Charles Oliveira le meilleur combattant de Jiu-Jitsu à l'UFC présentement, gars-filles confondus? Écoute, c'est dur de dire non. Hein. Il a battu tous les records, il a passé devant tout le monde au niveau des soumissions. C'est un gars qui est pas passif au sol. C'est un gars qui est vraiment agressif. Il est vraiment, vraiment bon, là, honnêtement, au sol, là, parce qu'il y a tellement d'options dans son jeu que tu ne sais jamais où est-ce que ça va aller. Puis il peut te terminer de toutes les positions. Fait que, il fait partie, honnêtement, il fait partie, à mon avis, là, des top 3, là, des meilleurs livre pour livre. Pas loin du premier. Honnêtement, là, il est tellement slick. Puis j'ai hâte, je suis content que ce combat-là arrive. On va unifier les titres. Dustin Poirier mérite d'avoir son combat de championnat du monde. Il a travaillé très, très fort pendant des années et des années. Il n'a pas travaillé plus fort qu'un autre, là, mais je veux dire, il a travaillé très fort, mais il mérite d'avoir le vrai titre autour de la taille. Mais ça ne sera pas facile. Je pense qu'au niveau combat debout, peut-être qu'il y a plus de puissance du côté de Poirier, mais on l'a vu, comment il peut être solide. Oliveira, le dernier combat, il s'est fait sonner, puis il est revenu pareil, puis il est allé chercher la victoire. Fait que c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience. Ça, il a pris énormément de temps avant de devenir champion. Charles Oliveira, lui aussi, il a mangé son pain noir, là, on va se le dire. Puis je pense qu'il pourrait être là. S'il passe à travers Poirier, il pourrait être là pour quand même un petit bout. Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis j'ai très, très hâte à ce combat-là. Ce sera la finale de l'UFC 269 au mois de décembre. Dernier petit point. Jeanne Masson-Wang, la Québécoise qui est en action cette fin de semaine, à Bare Knuckle Fighting Championship. Ça se passe au Montana. C'est sa première expérience avec cette organisation-là. Elle est partie ce matin. On est mardi. Donc, elle se bat samedi. Elle est partie ce matin. Peut-être un petit mot, là, si elle nous écoute. Un petit coucou à ma petite sœur Leïla. Il va se rendre, elle, au Montana pour aider Jeanne dans sa coupe de poids. Elle va dans son coin, tout ça. Oui, parce que les deux. En plus, je pense que c'est sa fête. C'est sa fête aujourd'hui, puis elle partait justement pour son combat. Donc, c'est une nouvelle expérience pour elle. Exact. C'est une nouvelle expérience pour elle. C'est sûr que c'est ceux qui suivent le Bare Knuckle, c'est quand même c'est du combat debout seulement à point nu. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va se sortir de là. Mais, tu sais, Jade, elle a un style qu'elle pourrait devenir une grande vedette dans Bare Knuckle. Elle a un style, c'est une combattante c'est un combattant qui paraît bien, c'est un combattant qui a de l'air dur. Puis, je pense qu'il va avoir beaucoup de gros follow-up de fans après ce combat-là. Avec une victoire, ça va exploser encore plus. Mais je pense qu'elle est peut-être faite pour ce genre d'ambiance-là, pour aller chercher de la grosse visibilité et de la grosse popularité envers les fans de sport de combat. Ouais, c'est quand même assez... Moi, je trouve ça assez... J'ai pas une opinion nécessairement favorable de ça. Mais je reconnais, et comme tu le dis très bien, il y a un bon... assez populaire. Son organisation, il y a beaucoup de gens qui suivent ça aussi. Et tu connais mon opinion aussi sur Bare Knuckles. Je ne suis pas un grand fan de ça. Je trouve que on retourne genre des 20 ans en arrière quand on se battait point à point nu. Moi, ils m'ont appelé 3 fois pour aller me battre à Bare Knuckles après ma retraite. J'ai tout le temps dit non. Puis le monde a dit « ouais, il t'offrait combien? » On ne s'est même pas rendu là. On ne s'est même pas rendu à parler de contrat. J'ai pris ma retraite pour arrêter de me faire taper sur la tête avec des gants. Je n'aurais pas me faire taper sur la tête à point nu. Je pense pas qu'ils ont assez d'argent dans leur corps pour me faire changer d'idée. Fait que, ça reste dangereux, mais
écoute, ça reste un choix personnel aussi. Hein? Si tu veux aller te battre là, il n'y a personne qui te force. Exactement. Donc, elle a l'air très motivée, Jade. Donc, on lui souhaite bonne chance cette fin de semaine. Puis bon voyage à elle et à Leila, les deux partenaires d'entraînement là, de Québec qui vont passer un petit périple ensemble au Montana cette fin. Pat, merci énormément. Je te souhaite un bon week-end de congé. On va se reparler, nous, mardi prochain dans la cage. Abonnez-vous, suivez-nous, parlez-en à vos amis. Vous savez nous trouver dans la cage sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. Sur ce, de Pat Côté, je m'appelle Ben Baudouin. Une excellente semaine. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Ciao. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas.